Il y a quelques temps, je me faisais la réflexion que j'étais curieux de savoir ce qu'allait nous faire comme prochain film Mamoru Hosoda. Et on a eu droit à une rétrospective de certains de ses films dans nos chères salles obscures, vu que bientôt sort Scarlett. D'après moi, c'est Belle avec une épée. Enfin, vous voyez l'idée quoi. Donc oui, Belle, pour ceux qui connaissent pas, c'est à ça que ça ressemble. Alors oui, ça peut troubler comme direction artistique, mais j'aimerais qu'on s'attarde dessus. Le film a été diffusé pour la première fois à Cannes en 2021, et Belle reprend notre banger national, La Belle et la Bête, connue de partout dans le monde, en lui mettant un petit coup de polish sauce Web 3.0. En somme, le film y parle de Suzu Naito, lycéenne, fan du réseau social You. Son pseudo sur les réseaux, c'est Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Cette double vie, difficile pour la timide Suzu, connaît un développement inattendu lorsqu'elle rencontre la Bête. Elle décide alors de démasquer cette créature aussi fascinante qu'effrayante. Parce que Suzu, après un traumatisme, elle va pouvoir s'exprimer au travers de son avatar et chanter de nouveau. De personne timide à véritable diva fédératrice qui va elle-même inspirer de nouvelles personnes à aller de l'avant. Alors oui, c'est le portrait ultra positif d'un monde merveilleux où les influenceurs et influenceuses, c'est des enfants de cœur trop choupis qui veulent que du bien aux gens et qui n'ont jamais fait de placement de produits douteux d'une marque toute naze. Mais ok, admettons. Bon, j'admets l'animation, on accroche ou pas au style Shizu, mais je trouve que la DA fonctionne vraiment bien, alternant un classique 2D pour le quotidien de Suzu et une animation 3D sublimant un univers grouillant de vie. Et je pense que je pourrais résumer mon avis de manière très simple. C'est chouette, il y a des jolis plans et une BO qui déglingue par Yuta Bando, Ludwig Forssell et Taisei Iwasaki. Le tout interprété par la voix de Kao Nakamura en VO, et moi j'adore premier degré. Et pour les fans de VF, c'est Louane. Et elle chante les morceaux, par contre, adaptés par Cécile Corbel, ex-collaboratrice de Ghibli, à qui on doit la transposition de Arrietty et le petit monde des chapardeurs. Mais bon, scénaristiquement, c'est là que ça pêche. C'est au global une adaptation de La Belle et la Bête aussi subtile qu'Alien versus Predator Requiem. Oui, monsieur. Parce qu'en fait, ce qui compte dans Belle, c'est surtout que c'est la fin d'une trilogie non avouée. Alors le scénario, on y reviendra vite fait plus tard, parce qu'on s'en fout un peu. J'entends par là, tout le monde connaît La Belle et la Bête. Je vous ferai pas l'affront de vous faire un résumé ici, Wikipédia existe encore, enfin je crois, vu que Tesla Boy voulait le faire sauter. Ouais, ok, c'est bon, tout va bien, vous pouvez toujours aller voir un résumé de La Belle et la Bête. Nos sociétés occidentales tiennent bon. Pour faire simple, c'est un conte de tradition orale, et on raconte que Gabrielle Suzanne de Villeneuve aurait entendu ce conte alors qu'elle se trouvait en voyage vers l'Amérique. Dans son recueil intitulé La jeune américaine et les contes marins, publié en 1740 en France, elle couche ce récit dans une forme littéraire longue pour la première fois. Ce récit, dont certaines versions antérieures remontent même à celle de Francesco Strapola, s'appelait potentiellement plus le conte du monstre et de la belle. Toutefois, le conte ne rencontra qu'une véritable célébrité lorsqu'il fut repris de façon abrégée en 1756 par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont dans son ouvrage Magasin des enfants. C'est cette version simplifiée, destinée à un public plus jeune et axée sur une morale qui popularisera durablement l'histoire. Ce qui est important là-dedans, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez vu la version de Disney d'animation de 91. Pas besoin de la présenter. Vous avez sans doute peut-être subi le remake prise de vue réelle de 2017 avec Emma Watson, ou pire, vu celui de 2014 de Christophe Gans, le monsieur de Silent Hill et du Pacte des loups. Et puis peut-être que par curiosité, vous avez vu celui de Cocteau en 1946. Voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Adieu. Parce que le truc de Cocteau là, c'est une claque de visuel fantastique et onirique, avec un petit côté jeu de lumière un peu clair-obscur. Ça suffit, non? Et déjà, Jean Cocteau, si vous y intéressez un peu au cinéma, son taf reste un passage hyper important, donc n'hésitez pas. Parce que je suis qui, moi, pour vous dire « Ah, regardez, il a pas vu Cocteau !» Oui, bon, moi non plus, j'ai dû voir 2 films de lui, désolé. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'après-guerre, ce film est un étendard de culture européenne, et plus particulièrement française. De la France tout entière. Et un des premiers échanges culturels franco-japonais. Un film important à être largement diffusé au pays du soleil levant.
À cette époque, le Japon était en train de se réorganiser culturellement et politiquement. Quand il est projeté là-bas, au début des années 50, pendant que le pays est sous occupation des forces américaines et alliées, c'est un succès critique et populaire. Avec sa mise en scène poétique et son traitement symbolique, cela a captivé le public nippon de l'époque. Le film de Cocteau, avec sa vision unique, sa mise en scène poétique du conte marquée par le fantastique et sa beauté visuelle, sera un modèle pour de nombreux cinéastes japonais qui cherchaient à enrichir leur propre cinéma avec des influences extérieures. Il a également contribué à la construction de la réputation du cinéma français au Japon. Et j'en veux pour preuve ici Keiko Kishi, étoile sacrée du cinéma japonais, qui en parle. ベララベットの看板が出ていて、私はそのラベットの目があんまり美しかったので、ジャンマレーのそれで当時学校は先生か両親がいないと映画に入っちゃいけなかったけど、交渉を外して東京だったからそれを見たのが初めての映画です。Et pour la petite anecdote, bon, c'est pas le seul exemple des échos culturels Japon-France. On peut également en trouver de notre côté récemment. On pourrait penser à Clair Obscur. Et même parmi les évidences, il y a Monsieur Miyazaki. Mais si vous savez, le petit marxiste avec des lunettes. Enfin, suivez-le, parce que je pense qu'il ira loin dans sa carrière. Lui, il avait déjà tiré son inspiration du Petit Prince de Saint-Exupéry, et son comparse, le regretté Isao Takahata, attribuera au film Le Roi et l'Oiseau sa vocation d'animateur. D'ailleurs, trop bien, Le Roi et l'Oiseau, mais à mes yeux, c'est ma paralysie du sommeil quand j'étais gamin. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, et parce qu'en plus, j'adore le film. Parce qu'enfin, pour en revenir à Hosoda, son choix d'utiliser le motif de La Belle et la Bête comme élément d'une connexion entre les personnes par internet, c'est pas déconnant. Parce que déjà, comme je l'ai dit plus tôt, La Belle et la Bête, c'est un récit dont la structure est présente dans beaucoup de cultures. En Chine, on a la légende du serpent blanc, ou encore l'histoire du poète qui fut changé en tigre, elle-même réadaptée au Japon. En Inde, on peut aussi considérer la légende du prince serpent. Bref, un motif commun. Et parce qu'aujourd'hui, on a tous des références communes par les mèmes ou mimes, je sais pas, laissez-moi, je m'en fous. Et pour les deux du fond qui savent pas ce que c'est un mème, ça c'est un mème, mais niveau archéologie d'internet. Parce qu'aujourd'hui on a plus les trends. Ce qui donne un récit cohérent d'une communauté qui s'unit par la musique. Et bon, j'admets, encore une fois, c'est quand même assez grossier comme scénario, surtout si on retire la DA qui fait tout le charme du film. Et tiens d'ailleurs, cette DA, cette représentation d'internet, c'est un truc qui traverse la carrière de Mamoru Hosoda. Encore une fois, je ne vais pas vous faire une page Wikipédia, mais comme énormément de personnes de sa génération, Mamoru Hosoda, c'est quelqu'un de profondément impressionné et marqué par des travaux comme celui de Leiji Matsumoto ou encore de Hideaki Anno. Mais lui, dans tout ça, il a également réussi à se faire une bonne carrière. Et on va faire vite parce qu'on n'a pas toute la journée et que le gars a un CV long comme le bras. Il a commencé sa carrière en tant qu'assistant, comme beaucoup d'animateurs chez Toei Animation. Il a travaillé sur énormément de choses, que pour les plus anciens, vous avez au moins vu ou entendu. Sailor Moon, un film Dragon Ball Z, Magical Doremi, mais aussi le cultissime Samurai Champloo de Shinjiro Watanabe, où il signe sous le pseudonyme Katsuyo Hashimoto. Et entre autres, avant ça, il a aussi bossé chez les studios Ghibli sur la pré-production du Château ambulant, ni plus ni moins, mais ils l'ont foutu dehors au bout de 2 ans, jugeant que ça correspondait pas du tout à leurs attentes. Et bon, à ce sujet, pour la défense du bonhomme, je rappelle juste que Miyazaki, pour te dire qu'un truc lui plaît pas, il agit comme ça. シーンは辛いです。はい。あれエヴァンゲリオンですからね。はい。ちょっと今までと違いますからね。違いますか。はい。やっぱりエヴァンゲリオンが越してきたなって感じ。いやいやどうも。はい。どうしたんですか。頑張ります。はい。よろしくお願いします。他に言いようない。全体的に。 Enfin, faut les épaules pour bosser avec le gars, quoi. Mais vous, Hosoda, vous le connaissez sans doute pour Ame et Yuki, les enfants loups, ça c'est trop bien. Le garçon et la bête, c'est trop bien aussi. Parce que moi d'ailleurs, je les ai toujours vus comme un faux diptyque sur la paternité-maternité et sur l'absence des pères au sens large. Son travail sera mis vraiment en lumière en 2006 avec La Traversée du Temps, réel succès populaire en Occident, déjà diffusé à la foire d'empoigne de Thierry Frémaux qui s'appelle le Festival de Cannes. Il est aujourd'hui reconnu comme un des grands et possède son propre studio, les studios Shizu, ce qui lui permet de ne pas faire de films de commande. Et à propos de cette fameuse DA, qu'est-ce qui va donner ça?
eh bien c'est son premier gros projet quand il aura l'occasion de se la donner sur Digimon avec un court et un moyen métrage. Alors pour les plus jeunes ou les gens que ça intéresse pas, Digimon historiquement ce fut une des licences qui a tenté de marcher sur les plates-bandes de Pokémon. C'était à l'époque un truc sacrément solide, c'était en quelque sorte le frère jumeau des Tamagotchi. Ça a eu quand même une sacrée pelletée d'itérations et de jeux vidéo encore aujourd'hui, mais en Occident, ça s'est essoufflé très vite, ne conservant pas l'aura d'estime que ça a pu générer au Japon. Mamoru Hosoda, il disait pendant le développement de son premier court-métrage « Les monstres ne sont pas des armes, ce sont des partenaires et des amis. » Oui, bon, on repassera. Donc c'est un préquel, mais pas tant. Car à la base, le projet avait été décidé avant même que la série ne soit amorcée. Le film devait se suffire à lui-même, mais remanié, il fut diffusé un jour avant la sortie de la première série d'animation Digimon Adventure. Le périple d'une nuit rythmée par le boléro de Ravel, où de tout jeunes enfants, Takeru et Ikari, vont se voir spectateurs d'un combat de Godzilla contre Rodan. Enfin non, alors non, c'est pas vraiment ces noms-là, hein, mais c'est totalement un mini-film de kaiju à travers les yeux d'enfants. Enfants qui sont d'ailleurs les seuls qui sont capables de voir ce qui se passe. Parce que quitte à parler de Godzilla, parce que oui, le parallèle, il est bien présent, si ce bon lézard de Eiichiro Honda est déjà un film matriciel, il s'avère que d'origine, ce court-métrage Digimon devait carrément être une espèce de remake sauce shonen de kaiju. Le film se situe dans le quartier de Ikarigaoka, et là, normalement, vous me dites « Merci Google Maps », mais on t'avait pas sonné. Le truc, c'est que dans les années 70, avant qu'il soit rendu au gouvernement japonais, le quartier en question, c'en est pas un, c'est une base et un aérodrome militaire américain. Puis par la suite, il devient un énorme site éloigné de la ville, jusqu'au début des années 90 où une ligne de métro vient le rendre hyper accessible au reste de Tokyo, entraînant la construction d'un super parc et de plus de 10 000 unités d'appartements, en faisant un titanesque quartier résidentiel. D'où le fait que les jeunes héros du film, symbole de la nouvelle génération de cette époque, vivent leurs aventures ici, une nouvelle artère vivante de Tokyo bâtie sur le reste de l'occupation américaine. Et en parlant de grands chantiers, les producteurs de l'époque tenaient d'ailleurs à sa sortie en même temps que Gamera 3 ou Ultraman Taiga. En mode oui, nous on est des contenders. Alors Hosoda et son équipe, ils en ont déçu, ils étaient à la limite de OK pour se battre contre Pokémon, mais bon, pour le reste, voilà. Ayant fait l'ouverture de la série, Mamoru Hosoda sera également rappelé pour faire le film qui marquera la fin du premier arc de Digimon. Légèrement inspiré du film Wargame de 1983 de John Van Damme. En bref, le temps d'un été, on suit les protagonistes de la série faisant face à un gros méchant Digimon tout pas beau, modifié par un jeune hacker américain qui va prendre le contrôle d'un lanceur de missiles Safe Keeper et menacer le Japon jusqu'à viser directement nos jeunes héros, Taichi et Kochiro. S'en suivra une course contre la montre à travers internet afin de goumer ce vil mécréant, le Digimon, hein, pas le jeune américain de 10 ans, qu'on soit clair. C'est chouette, c'est plein d'espoir, pure vibe shonen, c'est pas le film à avoir vu dans sa vie, hein, mais ça aura le mérite d'être le projet qui propulsera Hosoda plus haut dans l'animation. Disons que son nom va glisser dans le portefeuille de plein de gens après ce petit succès, et fun fact, le film est connu pour avoir un portage occidental totalement aux fraises, où tous les morceaux d'origine du film, après passage par la commission de Fox Kids de l'époque, qui a dû se dire « Hey les potes, si on mettait du rock'n'roll partout, vu qu'on n'aime pas les musiques des autres pays en fait ». Mais pourquoi tout ça? Bon, gardez bien le scénar du film en tête, d'accord? Parce que l'esthétique pour représenter Internet dans ce film est un peu abstrait. Le réseau Internet, c'est un vide blanc flottant, une sorte d'espace liminal rempli de formes géométriques, librement inspiré de l'architecture russe d'avant-garde, avec des barres d'acier qui donnent un aspect chantier en construction, le tout dans un prisme où l'on peut rentrer dans l'écran pour se déplacer dans cet espace virtuel, et ça c'est big time la représentation fantasmée d'Internet du début 2000, genre Code Lyoko et tout le tintouin. Parce que oui, dans les années 90-2000, on avait cette volonté de représenter le web comme un espace palpable, un territoire de nouvelles possibilités, un endroit où l'on pourrait intégralement se projeter soi et ses sens, limite à ça du trip mystique, parfois presque un délire cyberpunk, une représentation comme un fantasme de celui d'atteindre un autre plan de notre réalité, de sortir de son corps. Et bref, à aparté un peu marrante, Digimon première itération, au-delà d'être à l'époque une franchise concurrente directe de Pokémon, ça s'inscrit vraiment comme la série shonen bug de l'an 2000. Déjà ça sort en 1999, ça reprend des codes esthétiques comme le Digital Rain de Simon Whiteley pour Matrix, et le monde digital où se passe la série, c'est assez rigolo, ça s'appelle l'île des fichiers binaires. Bip boop, internet. On retrouve cette DA dans le Digimon World sorti en 2001 sur PS1.
des vastes espaces désertiques parsemés de reliques technologiques, mythologiques et de vestiges humains de toute époque. Une sorte de mémoire collective fragmentée, porteuse d'un potentiel de transformation. Et pour revenir à Hosoda et ses films, cette direction artistique, elle va rester. Internet va rester comme ça dans la plupart des représentations de la licence. Et c'est pas tout, parce que Hosoda il va l'embarquer avec lui sur énormément de ses projets. Le suivant, ce sera le court-métrage Super Fat Monogram, une commande de la fondation Louis Vuitton en 2003, qui est assez controversé, et d'ailleurs, pourquoi il a ces esthétiques-là, outre le fait que ce soit une collab avec Murakami, c'est surtout parce que les cols blancs, accrochés par l'esthétique Hosoda, en voyant Digimon, ils se sont dit, bah ouais, c'est carrément ça qu'on veut en fait. Et parce que oui, la petite fille vient de se faire manger par le cyber-ours Louis Vuitton, oui. On le retrouvera légèrement sur le 6e film One Piece. On aime ou on n'aime pas, mais il va proposer des visuels dans lesquels on n'a jamais et on ne verra plus jamais évoluer la galerie des persos de Oda. Et le pic de tout ça, c'est son 5e long métrage d'animation, Summer Wars. Alors l'histoire, c'est, en bref, le temps d'un été, un programme numérique américain reprogrammé par un hacker avide de pognon va devenir un monstre numérique tout pas beau, appelé Love Machine, et va prendre le contrôle d'un satellite et menacer le Japon jusqu'à viser directement nos jeunes héros en faisant s'écraser le dit satellite sur leur maison. S'en suivra une course contre la montre à travers Internet, ici appelée Oz, afin de goumer ce vil mécréant, et pour le coup, là oui, le hacker en question. Et il est en âge de servir de paillasson, donc on y va. Même si en fait le truc était géré par le gouvernement américain dans l'ombre. Oui, parce que pour le coup, son moyen métrage sur Digimon, c'était clairement son brouillon pour ce film. Libéré de studios comme la Toei et d'un carcan plus enfantin, du fait de la licence Digimon, il actualise et fait évoluer sa vision de ce récit et d'Internet. Fini les barres d'acier de chantier, on y voit des structures proprement établies. Le film axe son propos sur une lutte du Japon rural qui s'émancipe à travers le web, ainsi que l'apparition des proto-réseaux sociaux en parallèle. Une victoire par la cohésion du collectif, de l'ingénierie des travailleurs japonais. À mon sens, et plus que la traversée du temps, c'est là que Hosoda s'exprime le mieux. Lui, il voulait raconter un petit film sur un été japonais, largement inspiré de ses rencontres avec sa belle famille, sous fond de SF. Et pourtant, quand Summer Wars est sorti, le film a rencontré un succès immédiat. Meilleur film d'animation à l'Académie du film japonais, au Tokyo Anime Awards, meilleur film d'animation, meilleur décor, meilleur character design, meilleur réalisateur, meilleure histoire originale, meilleur scénario, prix des nouveaux médias décerné par le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie lors de la convention de l'association japonaise des contenus numériques. Et à l'international, notamment au festival de Sitges en Espagne, où il est nommé meilleur film d'animation. Et oui, tout ça c'est des distinctions, on y accorde le bénéfice qu'on veut, hein, parce que bon, je vous rappelle que sans filtre, là, ce truc là, ça a une palme d'or, mais son style généreux et ses univers vont vraiment prendre forme, car déjà là, son web est plus fourni, jusqu'à la saturation visuelle dans Belle, en reprenant des motifs récurrents, comme les baleines John et Yoko de leur petit nom. Et juste pause un tout petit instant, j'aimerais juste m'arrêter là-dessus. Mais je crois que c'est une des rares, si ce n'est la seule proposition de l'époque, qui propose un angle positif sur Internet, son utilisation et les communautés qui évoluent dessus. Hosoda, il a l'air méga lumineux là-dessus. D'accord, les antagonistes viennent de là. Diaboromon, c'est un Digimon perverti par un virus créé par l'homme, et Love Machine, c'est une IA sans garde-fou lâchée sauvagement sur Internet. Ce serait vraiment une dinguerie. Mais lui, il croit à l'inverse et voit l'objet positif que pourrait devenir la toile, comme on disait à l'époque. Et ça, c'est un truc qui, plus largement, est dans le cinéma d'Hosoda, comme je l'évoquais avant, dans la victoire du collectif. Et ça, je le sors pas de mon chapeau, mais le monsieur le dit lui-même. Quand on observe les films autour de ce sujet, on le décrit comme une dystopie forcément négative. Moi, je traite ce thème depuis 20 ans, avec Digimon en 1999, puis Summer Wars en 2009, et désormais dans Belle. Je pense que je suis le seul réalisateur au monde à continuer à le traiter de manière constante et positive. Il développe un cinéma de la dualité à travers le temps. Le frère contre la sœur, l'animal contre l'homme, la tradition contre le numérique, l'humain contre la machine, tout en créant une complémentarité. Ça s'illustre même autrement, au-delà de la propre diégèse des films, comme je le disais plus tôt avec les faux diptyques, Ame et Yuki les enfants loups, ainsi que le garçon et la bête. Bref, pour en revenir à Belle, c'est la suite plus que spirituelle de Summer Wars, de son rapport à la campagne japonaise dans une sorte d'été hors du temps, sous travers d'un film sur le deuil par la mort de la mère de Shizu. C'est avant tout un film sur la solitude, tous les nombreux plans où Shizu évolue dans un immense espace vide, l'accent est mis sur le paradoxe de l'ultra-connectivité de son époque, face à un isolement permanent qui peut exister derrière nos écrans. Et l'alter ego de Shizu, Belle, c'est une synthèse esthétique de la diva pop comme Lady Gaga, Beyoncé et notamment Sumijo, soprano sud-coréenne dont les mouvements de Belle sont inspirés. Et à travers d'un monde You, pour You,
parlait de la représentation du soi avec l'hégémonie des réseaux sociaux, évolution logique du Oz de Summer Wars. Fini les structures d'une terre d'imaginaire et d'émerveillement qui reste encore à découvrir. You est une superstructure symétrique et cadrée à souhait, un lieu de divertissement où toute la majeure partie de l'espace sert à accueillir cet énorme bloc compact de Serverville. Une utopie en perdition où la neutralité du web et l'anonymat sont menacés par cette espèce de groupe de Sentai qui se représente comme la police du web. Il dépeint Internet au travers des designs de Eric Hong comme un monde surstructuré où tout le monde gravite au même endroit alors qu'une possibilité infinie existe en son sein, avec des événements communautaires comme des concerts live dans Fortnite. Et donc ouais, qui dit Belle et la Bête dit la Bête qui est appelée Dragon dans les scripts du film, parce que oui, elle a tous les traits d'un dragon oriental, et en tant que gros weebos de mon état, c'est un design que j'adore. Cette représentation de la Bête, avec ce château amalgame de plusieurs bateaux cachés dans une mer numérique, loin du massif bloc uniforme qu'est You, c'est la tanière salvatrice de la Bête avec ses petits familiers marins qui le protègent. S'ils peuvent faire écho au service à dinette parlant de Disney, en fait tout ça, ça renvoie à un autre conte, celui-ci japonais, celui de Urashima Taro. Urashima Taro qui, après avoir sauvé une tortue, se voit avoir le droit de partir vivre dans le château de Ryujin, le roi dragon de la mer, au fond de l'océan, habité par plein de créatures marines. Il y a également une princesse dans ce conte, et une histoire de temps qui passe et de retour à la réalité. C'est pour ça que la Bête a ce design plus dragon asiatique dans l'ADN. Et puis il y a lui, l'avatar du frère de la Bête, trop mimes pour ce monde, qui ressemble à un Digimon. Oui monsieur, c'est Erzad de mascotte, tout est lié, la boucle est bouclée. En fait non, c'est juste qu'ils sont inspirés du même animal, la Clione limacina, appelée ange de mer. Ça sert à rien, mais c'est trop mignon, et au passage, ça fait partie de l'alimentation des baleines. Vous en faites ce que vous voulez. Enfin tout ça pour dire que pour revenir sur le côté important de la Belle et la Bête dans l'imaginaire japonais, il est marqué ici, au centre du mélange des deux contes, qui sont presque un reflet l'un de l'autre. Si le premier met en avant un récit initiatique féminin, l'autre raconte une quête masculine, où nos deux protagonistes se retrouvent à pénétrer dans un château mythique aux frontières du réel, où le temps qui passe est un piège qui n'empêche pas le réel d'exister à l'extérieur. L'histoire est centrée sur la patience et l'amour qui transforment l'homme, blablabla, une vision bien romantique, bien typique des contes occidentaux. Quant à Urashima Taro, dans son cas, ça parle de la fatalité et du temps qui passe de manière irréversible, et l'abîme infini qui nous attend par-delà la glaçante étreinte de l'oubli. Voilà l'ambiance. J'en reviens à mon point de base, Belle, ça a quand même une conclusion sacrément éclatée. Une conclusion qui aboutit par une victoire du collectif, encore une fois, mais je m'arrête là-dessus parce que c'est beaucoup trop marrant. Alors, pour expliquer en bref le film Belle. Belle, elle est à la recherche de la Bête dans le monde réel, car avec son petit frère Kei et Tommy de leur nom, ce sont des enfants battus, mais comment les trouver? Le Japon, c'est grand. Eh bien, grâce à la déduction éclairée et des coïncidences, en faisant absolument, genre, n'importe quoi. Elle déduit leur ville, rue et même le bâtiment à partir d'un rapide coup d'œil sur une retransmission vidéo de qualité... vous voyez quoi, il distingue un building par l'extérieur d'une meurtrière. Ouais non, pour moi, c'est pas l'équivalent d'une fenêtre ça. Et enfin, le fait qu'il fasse ça suggère que des gamins ont accès à du matériel militaire et ça soulève d'autres problématiques de sécurité nationale. Mais passons. Et donc son pote qui par l'alignement des planètes a fait une course de kayak l'année dernière et est passé précisément devant ce bloc d'immeubles. Donc ok, admettons, quand bien même vous auriez triangulé leur position, Suzu appelle la DAS en fait. La protection de l'enfant, je sais pas, tu vas pas y aller toute seule, non? Si? Bon, le pouvoir de l'amour, il a bon dos, quoi. Et aujourd'hui, Osoda va nous sortir son nouveau film, apparemment appelé Scarlett, fin 2025. On n'en sait pas grand-chose. Comme j'ai dit plus tôt, moi j'ai décidé d'appeler ça Belle avec une épée, parce que, vous avez vu, quoi. Donc voilà, nouveau style d'animation, on verra ça. C'est assez loin de tout ce dont on vient de parler, visiblement. Mon, Summer Wars et Belle, parce qu'avec Belle, là-dessus, je pense qu'il a conclu un cycle sur cette thématique. On va rejoindre plus l'autre partie de sa filmo, Mirai, ma petite sœur, Le garçon et la bête, etc. Et donc, pourquoi tout ça? Pourquoi je vous parle de Belle si je me moque de sa conclusion? Plutôt, j'ai mentionné la vision des années 90-2000 qu'on pouvait avoir ou imaginer ce que sera Internet dans les années à venir. Et bien, je pense que c'est de là que ça vient. Le type baigne dans une forme de ce qu'on pourrait qualifier d'une sorte de naïveté candide. Et bien, à mon sens, c'est pour cela que ça reste utile. Alors oui, c'est pas réaliste, même quand on a vécu le début du web, mais elles ont le mérite d'avoir rêvé et écrit ce que le net devait être. Un territoire de rencontre et d'une certaine forme d'égalité. Et encore une fois, mec, j'adore les personnes optimistes, mais j'aimerais vraiment qu'on soit dans cette timeline, mais c'est vraiment pas le cas. Et pour autant, continuer à représenter des utopies technologiques, c'est primordial.
Alors oui, Mamoru Hosoda ne va pas pousser les curseurs très loin dans sa réflexion utopique. Je suis d'accord. C'est souvent ce qu'on peut reprocher aux fictions d'anticipation ou de SF qui sont utopistes. Ils ont souvent du mal à sortir de leur naïveté et ne proposent rien de très concluant en termes de propositions et de conclusions. Attention, il y en a, mais c'est pas la majorité. Alors qu'une utopie, quand on y réfléchit, c'est un construct complexe qui doit être moteur de vocation et de lendemain meilleur. Parce qu'à contrario, on est trop habitué à embrasser et à consommer tragédies et catastrophes dans nos fictions. Alors les œuvres solaires, on a tendance à les trouver toujours un peu nunuches, car le travail n'est pas fait en amont. Et je dis pas de faire de l'utopie parce qu'on en a besoin. C'est pas parce qu'on vit dans un joyeux smoothie en pleine dystopie écrite au siècle dernier que c'est la faute des personnes qui les ont écrites. On leur demande pas de porter le monde sur leurs épaules non plus. Et tout ça, j'aimerais bien que l'on termine sur un état d'esprit que le monsieur a visiblement à cœur d'avoir. Pour nous, les adultes, Internet peut poser des problèmes. On peut y porter un regard négatif. Mais je voudrais que ça change pour les générations futures. De toute façon, c'est un outil dont on ne peut plus se passer. Il faut que ça nous soit bénéfique.